Voilà, donc je me présente, Roger Maria, le maire de Clans, ce village situé à une cinquantaine de kilomètres de Nice, à une altitude de 600 mètres. Un village qui est réputé pour son climat, pour sa façon de bien vivre. Nous avons aujourd'hui, grâce à ce climat, grâce à cet emplacement assez près de la ville, on a une école, on a 4 classes qui fonctionnent à Clans avec entre 85 et 90 élèves. On a beaucoup équipé notre village avec salle de cinéma, salle de sport, terrain de foot, jeux d'eau pour les enfants. On a mis en place donc l'office de tourisme qui est là pour faire découvrir un peu tout notre patrimoine, surtout actuellement surtout religieux. Et on a donc ici beaucoup de choses, beaucoup de chapelles, des chapelles classées, une église, une collégiale qui est classée. Une collégiale, ce qui n'est pas courant dans la vallée, puisque vous savez qu'à l'époque, une collégiale, il fallait un archiprêtre, c'était quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, on met en valeur tous ces biens. Donc je vous souhaite bien sûr une bienvenue à Clans. Et puis je suis très heureux que vous fassiez ce petit reportage pour mettre en valeur tout ce qui est à découvrir dans notre village. Et j'espère que grâce à ce reportage, on aura beaucoup de visites, puisque les gens ici seront toujours bien accueillis avec un grand sourire. Nous avons 2 restaurants pour les accueillir et de multiples activités. Pour découvrir notre village, nous allons voir le guide avec Laetitia Combe qui depuis de nombreuses années s'occupe de notre office de tourisme et connaît maintenant tous nos monuments. Et aujourd'hui, elle est même secondée par Régine, elles sont 2. Et je pense qu'elle sera en mesure de vous faire voir tous les points importants à découvrir. Nous sommes ici dans la partie médiévale de Clans et je suis devant la maison de la dite Reine Jeanne qui a été construite aux alentours du XIVe siècle et qui a servi pendant longtemps de comptoir commercial pour la route du sel à Clans. Et nous sommes devant le presbytère qui a été construit lors de la même période et qui porte donc Louis XVI sur sa porte. Ici, nous nous trouvons sur la place du Four. Ce fut jadis donc une place commerçante, c'est le four communal et peut toujours être en activité. C'est un four à bois. Donc le four était bien sûr alimenté par un boulanger et il était également alimenté par un vrai moulin à farine qui était un moulin hydraulique. Nous avons également un moulin à huile qui a été remis en activité par l'association ADOT. L'eau coule en abondance ici. Nous avons de nombreuses fontaines et dans la montagne, de nombreuses sources qui alimentent le village. En se promenant dans le village, nous pouvons apercevoir de nombreux petits passages voûtés comme celui-ci qui sont absolument charmants. Ici, nous sommes devant un lavoir, comme de nombreux lavoirs qui étaient construits dans tous les quartiers de Clans pour que les lavandières puissent venir laver leur linge. La façade de la collégiale de Clans date de la construction du maître-autel, un baroque tardif. Les colonnes que vous voyez à l'entrée sont des réemplois de la collégiale du XIVe siècle. Cette collégiale a été instituée au XIIe siècle sur une église qui existait déjà en 1066 et qui est citée dans le capitulaire de Saint-Pons, une charte de donation des frères Lagito. Le maître-autel de la collégiale de Clans est du vocable de la Vierge Marie qui est le saint patron, même si c'est Sainte Anne qui est le patron secondaire. L'orgue Grinda donc, a été fabriqué par les frères abbé Grinda, qui ont laissé peut-être une quinzaine d'orgues dans tout l'Occident. On n'a plus que 3 orgues dans le comté de Nice. On en a un à l'Escarène, un à Villefranche, et le plus petit, nous l'avons à Clans. Unique dans tout le diocèse de Nice, nous sommes dans l'abside médiévale de la collégiale de Clans, qui possède des éléments peints, des peintures murales réalisées à sec, qui représente une scène de chasse absolument étonnante. La chasse était une activité
qui était plutôt commune dans les montagnes. Mais cette église a été construite dans l'idée de christianisation d'un territoire. Et cette scène de chasse n'est pas une scène profane, elle est une scène, en réalité, une scène de vie religieuse. Car si vous êtes attentif, vous remarquez que le cerf, ici, porte 3 bois. Ça en fait une apparition trinitaire, et donc le symbole du Christ qui ressuscite, puisque le cerf perd ses bois à chaque hiver et il repousse à chaque printemps. Donc c'est une scène de chasse typique de la région. On a ici un fauconnier, dont on a perdu la partie supérieure à cause des infiltrations d'eau. Et là, on a un manant qui chasse à la battue, il bat les buissons avec un fouet. Et ici, ce cavalier en cotte de maille qui, de sa lance meurtrie, se sert assailli par ses 2 chiens. On a ici la datation du XIVe siècle qui prouve que ces peintures donc, sont bien authentiques du XIVe siècle. Pendant longtemps, les villageois ont cru que cet espace était en fait le premier bâti médiéval qui avait servi avant même la construction de l'église Sainte-Marie-de-Clans. Du XIe, XIIe siècle, dans l'abside médiévale, nous étions dans une partie terrestre. Ici, nous montons une marche, on entame un processus liturgique d'élévation et on arrive dans un espace céleste qui représente le paradis. Et ces 2 espaces étaient ouverts devant la nef et formaient tous 2 le cœur du XIVe siècle. Ici, nous sommes dans le petit musée de la sacristie qui a été construit donc par la mairie sous l'impulsion d'Elisabeth Como, qui a entreposé ici les éléments liturgiques, le mobilier liturgique, qui constitue ce qu'on appelle aujourd'hui le trésor de Clans. Le trésor de Clans, avant, était des bijoux en étain qui ont été découverts lors de la construction de la route de la forêt et qui datent de l'âge du bronze. Et puis, on a appelé affectueusement ce petit musée le trésor de Clans, où certains éléments ont été cachés par les Clansois pour éviter que les nazis ne les enlèvent, ou même avant, pour éviter que la France, lors de l'annexion du comté de Savoie et donc du pays niçois à la France, n'enlève ces éléments. On a beaucoup de vêtements et de donations de l'impératrice Eugénie. Et on a également du mobilier médiéval avec des reliquaires de monstrances, où on a encore des petites reliques qui sont entreposées à l'intérieur dans les petits tympans. Et on a également une relique de la vraie croix qui est ici conservée. Le retable de la chapelle des Pénitents est une Vierge à la Miséricorde qui a été peinte par l'artiste Jean Roca. Et cette chapelle des Pénitents a été construite en 2 temps. En premier temps, elle était ouverte. C'est une chapelle qui avait été construite donc, pour soigner et laver les défunts. Elle était gérée par donc, un groupe de pénitents noirs. Et puis, dans un deuxième temps, elle a été agrandie. On voit bien la différence de bâti avec ces 2 espaces. Et puis, elle a été fermée par la construction du portail. Ici, c'est la chapelle Saint-Antoine l'Ermite, autrement appelée Saint-Antoine d'Égypte, qui donc fut un des pères fondateurs des monastères. Et ici, nous avons sur donc le plafond de cette chapelle des peintures, des fresques en fait, qui représentent la vie de Saint-Antoine l'Ermite. On a une quarantaine, peut-être 42 petits panneaux qui représentent la vie de Saint-Antoine. On peut y apercevoir donc son errance, ses tentations, et puis la fondation des premiers monastères. On le voit aussi soigner les malades de la fièvre des Ardents. Sur le chevet, il est représenté ici en plein centre du chevet dans la partie inférieure, et dans la partie supérieure, on a une crucifixion
où on reconnaît Marie-Madeleine, qui est ici représentée comme une Florentine. On reconnaît ses magnifiques cheveux roux. Elle est accrochée donc, à la base de la croix, et on a de l'autre côté Saint Jean. Nous sommes ici dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste, qui a été repeinte par l'artiste Moya, qui a achevé son travail en 2007. Patrick Moya s'est même représenté dans sa fresque ici sur le côté, et il a représenté la vie de Saint Jean-Baptiste. On voit son martyre également ici, avec sous Saint-Jean, on aperçoit des loups. Les villageois de Clans étaient communément appelés les loups, même s'il a appartenu à la famille Orsis ou Orsier, qui a donc donné son emblème pour faire le blason de Clans. Ce sont les loups qui représentent les Clansois, puisqu'en Gawat, le patronyme des Clansois commençait par loup. Sur cette représentation peinte, on peut apercevoir la collégiale de Clans, ici. Donc on voit bien la collégiale de Clans, et puis on peut apercevoir également la chapelle Saint-Jean qui a été représentée 2 fois ici, et puis sur le retable du maître-autel, où est représenté donc le bon pasteur. Et puis sur la partie du portail, donc la façade du portail, on a une représentation de l'enfer qui est un peu particulière, puisque donc, Patrick Moya est un artiste qui a longtemps et qui est toujours un militant LGBT. Donc on a dans la partie de l'enfer une représentation qui fait beaucoup penser aux fêtes qu'organise Patrick Moya, qui s'appellent les Dolly Parties, et qui sont donc les fêtes LGBT de la Côte d'Azur. Et voilà, notre visite de Clans se termine. Nous espérons que vous viendrez nombreux visiter notre beau village. L'Office de tourisme vous accueille de mai à septembre pour des visites guidées, et nous louons également des VTT à assistance électrique pour que vous puissiez voir notre belle forêt.